Il est 20h30, bonsoir à tous. Avant de commencer la séance, je voudrais qu'on fasse une minute de silence en l'honneur de Samuel Paty. Je vous demande une minute de silence. Merci. Donc je souhaite une secrétaire pour la séance, Madame Robin. Donc les pouvoirs. Madame Guérin a donné pouvoir à Monsieur Kubrick, Monsieur Dillange a donné pouvoir à Madame Robin, Madame Lacroix a donné pouvoir à Madame Clavet, Monsieur Flatin a donné pouvoir à Monsieur Cyr et Monsieur Bronner a donné pouvoir à Madame Lallemand. Je vais faire passer le registre du conseil précédent et je vais vous donner lecture des décisions qui ont été prises entre les deux conseils municipaux. Donc une décision du 6 octobre 2020, donc ça concerne l'appartement qui est au-dessus des Halles dont la commune est propriétaire. Nous le louons à Monsieur Massico, qui est un nouveau salarié pour un loyer de 250 € le temps qu'il trouve un appartement. J'ai signé également une convention avec le conseil départemental concernant une réservation qui peut-être se fera pas le 14 et le 15 décembre pour le conseil général concernant la saison partage en Seine 2020-2021. Et nous avons encaissé une indemnité de la compagnie d'assurance Groupama de 9 402,04. Vous avez également dans votre dossier l'ensemble des ventes sur lesquelles nous n'avons pas préempté. Il y en a d'ailleurs un certain nombre, comme vous pouvez le constater. Donc avant de passer aux résolutions, je fais passer le registre. Et on va demander à M. Renaud de nous présenter, puisque notre minorité nous a demandé d'avoir des explications sur les travaux qui vont avoir lieu avenue Maurice Sanson. Donc M. Renaud va nous donner toutes les explications utiles et les plans, il va projeter les plans. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. On va attendre que le registre soit signé.
Bonsoir, donc je vais essayer de vous expliquer dans les détails le projet de la rue Montsanson, qui est un projet qui date déjà depuis un petit moment. On peut peut-être Les premières esquisses, les premières réflexions datent de 2012. C'est président de Myriam Poirier, pour ceux qui l'ont connu, donc ça date déjà depuis un petit moment. Pour des raisons après de faisabilité dues à des chantiers, puisque la rue Montsanson. Allô? Non, ça marche. Oui, je disais, bon, pour des problèmes d'accessibilité et de faisabilité, du coup, le projet à chaque fois été reporté, puisque, comme on dit vulgairement, on fait toujours la tapisserie une fois qu'on a fait le tour. Et comme là, on avait des chantiers dont actuellement on est, hein, le pavillon de Nice, ses abords, le parking de l'école de la mer et l'avenue de la plage, il fallait bien qu'on sorte tous ces chantiers-là avant. Donc ce chantier-là, ce projet-là est resté dans les cartons, si je puis dire, jusqu'à maintenant. Voilà. Donc le chantier, comme on ne sait rien faire de petit à la tranche, c'est la totalité de la rue Montsanson. Donc là, si je fais comme ça un schéma, on est à l'avenue de la plage pour finir à la rue des Sables. Donc vous voyez tout le tracé, ça fait plus de 2 km de long. C'est un très beau projet. Alors la problématique, on va passer sur les coupes ou les profils à travers pour les initiés. Donc là vous allez retrouver à partir de l'avenue de la plage ce qu'on connaît actuellement. Alors, je vais essayer de grossir, je suis désolé. C'est un peu. Voilà. Donc là on est en phase hiver, hein, comme actuellement. C'est-à-dire que là vous avez 2 trottoirs complètement déséquilibrés, puisqu'on a 1m63 et puis 1m2 à côté, et 2 voiries de 2m68. Et l'été, on met un peu de clé plastique actuellement, de façon à pouvoir avoir une voie circulable vélo, descendante si je puis dire, c'est-à-dire du sens gendarmerie pour aller au centre-ville, et une voie montante en voie routière. Et toujours nos 2 trottoirs d'1m63 et d'1m62. Donc là, c'est pas satisfaisant, puisque actuellement, on a quand même beaucoup de vélos, de plus en plus, et Dieu merci d'ailleurs. Beaucoup de vélos, beaucoup de piétons, donc l'idée c'était de recalibrer ceci. Alors on ne va pas pousser les murs bien sûr de chaque côté, mais on va essayer de recalibrer les choses pour en faire un plateau. C'était l'esprit. Enfin, c'est déjà l'esprit là, sauf qu'il y a toujours les bordures qui étaient pénibles. Voilà, donc là, sur le projet été. Alors, l'hiver, je vais essayer de pousser, je vois beaucoup de gros ici. Vous voyez, ça va? Voilà. Donc l'hiver, on va se retrouver avec des trottoirs qui sont calibrés au norme BMR, hein, personne n'a 2,8 m, donc le minimum 1,50 m. La seule chose qui va changer, c'est que maintenant on collecte les eaux pluviales dans le centre et non sur les rangs latérales. Là vous allez retrouver, donc chercher, comme je disais tout à l'heure, un trottoir avec un revêtement calcaire comme on l'a en centre-ville, puisque on part de l'avenue de la plage pour aller jusqu'au. Je vous ferai voir sur les plans. On met en plan sur le parking de Stella Maris, donc en fait on sort du centre-ville. Donc l'idée est quand même de garder un petit peu ce côté qualitatif pour marquer la transition. Donc on se retrouve avec 2 voies équilibrées de 50 et 2 trottoirs comme je disais tout à l'heure. Ça c'est la partie hiver. Alors l'été, c'est pas un bouchon, hein. J'ai fait exprès pour faire voir l'encombrement d'un quart. Donc on se retrouve toujours avec 1,50 m de piétons ici. Par contre, l'été, on retrouve des potelets. Ça c'est en début de rue. Et ça c'est dans l'axe de la rue. Et du coup on a un plateau, puisque là il n'y a plus de bordure saillante. Et du coup vous avez un réel plateau piéton vélo. Un espace partagé. Voilà. Alors, sur d'autres sections, je vais vous faire voir. Je vais essayer de vous faire voir. Et hop là. Tac. Donc là, c'est la partie entre le Stella Maris jusqu'on va dire, pour être large, jusqu'à l'hôtel des Dunes. Donc là, vous avez des systèmes de trottoirs, toujours pareil, complètement inégaux, puisqu'on n'a pas endroit, on a même 1,30 m jusqu'à la rue des Peupliers, et 1,20 m, et vous avez 2 voitures, ça c'était l'hiver, et l'été, pareil,
on avait toujours la même chose. Donc ça posait des problèmes. En fait, là, ça veut dire que quelque part, comment dirais-je, les véhicules. Alors c'est l'inverse. Oui, c'est pas bon là. Mais ça change pas en fait. Hein. Oui, désolé, ça c'est pareil. C'est ce que je voulais faire voir, mais je l'ai fait en fait. Mais bon, le tracé ne change pas, et ça veut dire que l'été, vous aviez quand même, et on l'a connu, des véhicules assez hauts qui arrivaient jusqu'au le petit rond-point de Saint-Maris, devant le parking, et qui peinaient pour faire demi-tour, donc c'était pas satisfaisant. Voilà. Donc l'idée c'est pareil, quitte à avoir ce type de... Voilà. Donc l'idée c'est qu'on retrouve toujours pareil le même système de plateau, on est toujours... Je suis désolé, je vois tout le projet. Voilà. Donc l'idée en fait, si vous voulez, c'est qu'après on va faire un plateau, toujours pareil, même idée qu'au départ de la section du projet. À ceci près, c'est que là maintenant on est en système d'enrôlement, on est beaucoup plus routier ou urbain. Donc on a toujours un plateau pour l'hiver, et l'été on aura un mobilier dans le centre pour pouvoir avoir toujours la voie pour aller à la gendarmerie, toujours une voie montante, et on sera en cyclable sur la partie, comment dirais-je, sur la partie descendante de la gendarmerie à venir ici. Hein. En fait, là on ne fait que prolonger ce qui existe actuellement. Hein. Voilà. On regardera après. Alors, sur une section courante, on dit section courante, c'est-à-dire en fait pratiquement de l'hôtel des Dunes jusqu'à la rue des Phares, on se retrouve toujours pareil avec des parkings, des trottoirs, c'est la colonnade d'ailleurs, des trottoirs complètement inégaux, puisqu'on avait 97 de mètres 20, et des chaussées. Le problème qu'on a connu, c'est ça. C'est-à-dire en fait, les gens se garent malgré la bordure, je sais pour dire, malgré la bordure, les gens se garent à califourchon sur le trottoir, ce qui n'est pas satisfaisant. Donc le problème, c'est qu'on se retrouve maintenant avec 90 cm pour les piétons, et on se retrouve même des fois avec des gens sur la route, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. Pardon. Ce qu'on va essayer de rechercher, si vous voulez, ça va être de hiérarchiser. Donc l'hiver, on aura toujours les voies montantes et descendantes, puisque ça c'était une décision et un travail qui était fait d'ailleurs concomitamment avec le travail du Conseil des Sages en 2014, qui avait travaillé sur ce projet-là avec moi. Et donc l'idée c'est qu'on puisse avoir, alors c'est pareil, vous voyez que la différence par rapport à ce que vous voyez tout à l'heure, c'est que maintenant on travaille avec quelque chose de relativement lisse, il n'y a plus des bordures hautes qui sont assez dangereuses. Là maintenant, on est maintenant avec un piéton d'à côté, les voitures, on récupère les eaux pluviales, je reviendrai sur les eaux pluviales, et une voirie descendante. Après sur l'été, en fait on se retrouve à l'inverse, c'est-à-dire que vous avez toujours la voie montante, mais par contre la voie descendante, elle est purement cyclable piéton. Alors, sur une voie, je dirais que je vais situer à partir de la rue des Fleuries, par là, où il y a tous les arbres, en fait, jusqu'à la rue Carcurie, où on a un gros problème de pluvial. Et pour certains qui ont connu, on a déjà travaillé sur les problématiques de bassin de rétention des eaux pluviales. Et on avait un gros souci, c'est que pour mettre un bassin d'eau pluviale, il faut avoir de la place sous la chaussée. Or, à cet endroit-là, à la jonction de la Carcurie et la rue Maurice-Sanson, comment dirais-je, entre les différents réseaux, on ne peut pas passer à un bassin. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire des sections, vous voyez, dans le centre, là, il y a la flèche, là, dans l'axe de la chaussée, je vais vous expliquer. Sur le plan, ça sera plus parlant, mais je voulais vous faire voir le profil en travers. On fait un système de rétention des eaux pluviales
qui traitent en même temps, puisque c'est le même système. Pour ceux qui connaissent la rue de l'industrie, quand vous arrivez à La Roche, je dirais pour une fois, j'ai copié un petit peu ce qu'ont fait mes collègues de La Roche. Et sur le côté, quand vous montez sur La Roche, sur le côté droit, vous avez des systèmes comme ça de rétention d'eau avec des roseaux, avec la végétation, on y reviendra, puisque l'idée c'est bien que ces zones-là soient des zones à la fois plantées comme des zones vertes aussi pour récupérer des cunettes. Ce qui permet que l'eau, au lieu d'arriver dans le réseau et le perdre, si je puis dire, l'eau va arriver dans les nappes via le substrat qui est sableux, et ce qui fait que du coup on va traiter à la fois l'eau tout en limitant le débit et surtout le volume. Arriver de la Purie, c'est des torrents. Voilà. Et ça, c'est un vieux problème que l'on va régler. Voilà. Donc vous avez ce système avec les rétentions, ou alors comme je disais tout à l'heure, je vais essayer de le faire moi. Voilà. Et en amont de ce système-là, vous avez systématiquement une bande herbée, une bande plantée, qui, voilà, pour l'instant, on n'a pas travaillé en interne au niveau des plantations, mais au moins une bande d'herbe, une bande herbée qui permet à la fois de récupérer les eaux pluviales, dans partie de, comment dirais-je, d'abat d'arroser les végétaux, mais d'un côté aussi de faire une imprégnation des eaux directement dans le substrat. Et comme vous avez, alors on ne voit pas trop, mais comme vous voyez, il y a une forme de pente, c'est une cuvette. Vous avez un fil d'eau là où je mets ma flèche, là, et en fait ça correspond à cette ouverture-là, où il y a d'autres flèches, là, vous voyez, tout là. Et en fait l'eau rentre dans ce réceptacle, et en fait tous les volumes qui n'auront pas été percolés dans ça viennent finir dans ces ouvrages. Voilà. Et vous voyez que là, par contre, au niveau de la hiérarchisation, on retrouve quand même des choses beaucoup plus cohérentes, puisque là on a créé des vrais stationnements, où là maintenant c'est hiérarchisé avec une bordure haute. Vous avez un trottoir qui fait quand même 1m68, voire 1m50, puisque le minima c'est 1m50 pour les PMR. Donc les endroits où je ne peux pas faire autrement, puisqu'il y a du mobilier, enfin du mobilier, il y a des poteaux ou voilà, l'emprise n'était pas suffisant. On sera toujours un minima sur 1m50. Et vous avez de chaque côté deux trottoirs d'1m60 et une voirie de 2m50, voire 2m86 sur la montée, puisque l'été, on a quand même les fun bus, les gros bus qui montent. Donc, c'est pour ça qu'on a une voirie qui est un peu plus large de ce côté. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne mon rail. Donc là, je disais tout à l'heure, donc là, on va se retrouver, quand on est à l'avenue de la plage, là, on se retrouve avec des systèmes donc, de plateaux, avec là, ce que j'ai dessiné, là, les petits pavés, alors c'est pas des pavés, c'est des dalles comme vous connaissez, comme on a fait sur... C'est à peu près le pendant de ce qu'on a fait sur l'avenue de la plage, hein, avec un enrobé et puis le calcaire, jusqu'au Cermaris. Alors, au Cermaris, ce qui change, c'est que maintenant, on n'a plus besoin d'un rond-point, puisqu'à l'époque, on faisait ressortir les voitures comme ça, puisque l'été, quand ils se trompaient, ils repartaient à l'autre sens. Là, on n'aura plus besoin. Donc là, du coup, c'est un îlot, c'est plus un rond-point, c'est un îlot avec un CD de passage qui fait que les gens qui vont au parking ou quand ils sortent, ils sont plus prioritaires. C'est bien la sortie du centre-ville qui est prioritaire. Et là, vous avez le sens du en bleu, le sens hivernal, c'est-à-dire qu'on est bien dans les deux sens l'hiver. Pour ce tracé-là, voilà. C'est un peu long. C'est un peu grand. Voilà. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on est au Hôtel de Lune. Donc vous voyez que vous commencez à voir la prémisse des parkings. Donc chaque accès, donc là on est sur le côté droit, côté montant de la gendarmerie. Donc là on est avec les systèmes d'espace vert, de massif d'espace vert ou d'arbres, si l'emprise nous le permet, a priori oui, on va regarder. Des stationnements hiérarchisés. Donc on voit là ici le trottoir existant. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est le trottoir existant. Donc on voit que en fait j'ai descendu légèrement la route, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la coupe au départ, c'est que le trottoir était très large et pas équilibré, il y avait très peu de trottoir ici. Ce qui fait qu'on donne beaucoup plus d'amplitude sur le virage. Et là on commence à voir des fleuris.
On commence à voir ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on va passer sur une partie plus végétale, où on va pouvoir avoir des stationnements. On a des bandes herbées, sauf les endroits, bien sûr, où il y a des accès traversants. Mais ce qui est en rouge, là, il faudra prendre l'habitude, c'est les petits, pas les petits proportionnels, parce que ça fait 8 mètres de long pour celui-ci. C'est les réceptacles pour récupérer l'eau pluviale et le traiter. Voilà. Donc là, vous allez donc vous voyez, on voit toujours ce système, vous voyez, on monte vers la gendarmerie, hein, puisqu'on va arriver jusqu'à la rue du Phare, et on a toujours ce système avec des plantations et des bandes herbées. Donc là, on va arriver alors à la rue, c'est la rue des Floralis, et on finit à la rue des Sables, en continuité de ce qu'on a fait à l'avenue Charles de Gaulle. C'est-à-dire, en fait, on a réfléchi à la sortie de cette phase, donc jusqu'à la rue du Phare, pour dire qu'est-ce qui va se passer, et si on avait besoin, je dis bien si on avait besoin, de mettre en cyclable cette partie basse, c'est possible. Hein, puisque là, le projet le permet. J'ai réorganisé, pareil, tous les stationnements, parce qu'il y en avait un peu dans tous les sens, du stationnement de ce côté-là et en latéral de ce côté-là. On remet des armes. Et on finit, puisque là on a un gros souci de circulation aussi, on finit par un rond-point rue des Sables. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà. On arrive, donc ça c'est l'ancien cimetière, et on arrive sur un rond-point qui permet comme ça d'avoir une circulation beaucoup plus fluide. Voilà. Alors c'est un rond-point dit franchissable, hein, c'est-à-dire qu'en fait là, il est nommé, mais s'il y avait un semi-remorque ou des choses comme ça qui ont besoin de le franchir, on peut le franchir. Hein, mais c'est vraiment un système de gératoire qui fonctionne. Donc là, toutes les places de bus sont en enclave inversée, c'est-à-dire que la politique de mettre les bus de ce côté-là et puis les voitures passer devant, maintenant c'est l'inverse. Tout le monde attend derrière le bus, hein, puisque pour sortir après, il y a la voie prioritaire, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà le projet de l'avenue Maurice Sanson. Vous dire quoi si j'arrive maintenant, si j'arrive. Je suis désolé, mais c'est beaucoup là. Voilà. Donc là, vous voyez que donc il y avait 6 planches, qui ne veut pas dire qu'il y a 6 phasages. En fait, il y a une tranche ferme qui est de l'avenue de la Plage jusqu'à la rue des Générales, ceux qui connaissent bien la tranche. Et après, c'est des phasages, il y a 4 tranches conditionnelles jusqu'à la rue des Sables. Voilà. Et la jonction de la piste cyclable, des pistes cyclables avec celle de l'avenue du Général de Gaulle, elle est où? Alors elle est là, parce qu'en fait, on a ici, je suis désolé, ça se voit pas tout. En fait, systématiquement, ici on a un doublement, on avait étudié ça là-dessus. C'est un passage béton et une piste cyclable pour pouvoir changer de côté pour ceux qui ne sont pas dans mon sens. Et là, bien sûr, cette partie-là, rue des Sables-d'Olonne, nous reste avec Evelyne le prochain chantier à travailler pour les pistes cyclables, puisqu'actuellement, honnêtement, c'est un peu le bazar, parce qu'on s'arrête rue. C'est un peu compliqué, parce qu'en fait, d'un côté, on traverse tout le monde comme ça. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas touché. L'idée, en fait, c'est qu'on remette de chaque côté les vélos. On va les remettre dans la circulation de chaque côté des vélos, c'est-à-dire qu'à un moment, il faudra qu'on trouve le même actifis que ça, le même équipement que ça, mais pas dans un virage comme c'est actuellement, et de façon que les gens, en fait, ils prennent de la circulation et après ils reprennent là, et dans l'autre sens, ils reprennent dans l'autre sens. Voilà. Voilà le projet déjà une Maurice Sanson. Alors actuellement, nous sommes en consultation, hein, monsieur le maire, jusqu'au 19 novembre de mémoire. Le vote du budget, je crois, c'est mi-décembre. Donc, le temps qu'on fasse l'analyse, on sera après le budget. Donc, à partir de ce moment-là, on budgétisera en fonction des résultats, puisqu'on ne va pas se présenter et dire combien ça va faire, mais bon, parce qu'en consultation, c'est compliqué.
Mais bon, sachez que c'est quand même assez important, c'est un beau projet, et que voilà, il y aura des phasages, un APC, il y aura sûrement une autorisation de programme sur la base du marché. Alors, voilà. J'aurais voulu savoir combien de stationnements vous allez perdre ou combien vous allez gagner. Alors, en fait, si on considère les voitures à 135 € tous les étés, on en perd, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se garent sur le trottoir. Si on considère les stationnements dans des tracés, on n'en perd pas. D'accord. Hein, on n'en perd pas. Au même titre que les. Alors, j'ai pas abordé les arbres. Au niveau des arbres, des platanes, on a eu une grosse surprise parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, ça a été un petit peu l'Arlésienne, la rue Maurice-Sanson, parce qu'on a eu les pires problèmes, puisque quand on a voulu démarrer, M. le maire s'en rappellera, quand on a voulu démarrer, après, Vendéo nous a dit il faut changer les canalisations. Ah, bon d'accord. Sauf que le niveau des budgets chez eux n'était pas en même temps que les nôtres, donc il a fallu attendre. Ils ont fait une première phase, il a fallu attendre, puisqu'on avait fait la nuit de la plage après. Et dernièrement, ils ont réalisé la phase jusqu'à la rue du Phare, puisqu'on avait souhaité, avec Jean-Claude et puis M. le maire, d'avoir un petit peu d'air devant nous, de façon que le chantier se passe plus facilement. Parce que c'est quand même compliqué, c'est une voirie quand même assez circulée. Et quand ils ont fait les travaux, pour ceux qui ont eu la curiosité, ils ont trouvé les racines des platanes qui sont pratiquement aussi grosses que la canalisation d'eau potable. Et on a reçu un courrier de Vendéo la semaine dernière, je crois, le 5 octobre, qui nous mettait en garde en disant qu'il ne faut surtout pas qu'on conserve les platanes, parce qu'à terme, c'est toutes les canalisations d'eau potable à changer complètement. L'assainissement, parce qu'on a déjà eu le problème, je ne sais pas si Jean-Claude s'en rappelle, on avait déjà eu le problème sur un branchement où les racines des platanes étaient rentrées dans les réseaux. Donc ça veut dire que si on souhaitait conserver les platanes, ça va être très très compliqué. Donc l'idée qu'on avait vue avec M. le maire, c'est que sur les espaces verts, on va essayer, alors déjà on va planter bien sûr, comme on le fait actuellement, en essayant de respecter la hauteur des végétaux quand on sort des propriétés, et essayer, moi j'avais été faire de l'espionnage territorial, j'avais été voir sur une commune que je ne citerai pas sur le littoral, et ils avaient fait un peu le même type d'aménagement en axe de chaussée. Ils avaient réussi à planter des beaux sujets, des arbres déjà de belle taille, mais moyennant techniquement, moi j'ai pris des guides racines, des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas bien sûr là, à cet endroit-là. Voilà, c'est ce que je voulais signaler, parce que au niveau stationnement, on n'en perd pas, et au niveau des arbres, autant on va en perdre, ça c'est fatal, mais ce serait peut-être mieux hiérarchisé. D'autant plus que quand on regarde l'existant, vous avez une trentaine d'arbres, je crois, enfin 2 fois 15 de chaque côté, qui sont, d'après ce que je sais, qui sont bien abîmés, bien malades. M. Carl, je le vois hocher de la tête. Il a fait ça en première langue, mais c'est vrai qu'actuellement, on a des gros soucis là-dessus. Parce que comme ils sont en mauvaise santé, en fait, les racines ont tendance à aller chercher l'eau. Et du coup, on se retrouve avec des gros problèmes. Voilà. Vous êtes bien d'accord que les réseaux sont enfouis? Alors, les réseaux qui sont enfouis actuellement sont toujours enfouis. Par contre, actuellement, il n'est pas prévu d'effacement de réseau, au sens de votre question. Alors, la problématique de l'effacement de réseau sur ce qui reste à réaliser sur la Tranche-sur-Mer, c'est que le réseau est, excusez-moi l'expression, est mal fait. Et on se retrouve, quand on veut faire un effacement, je dirais une centaine de mètres de long sur une voie comme ça, on en a peut-être autant de chaque côté à effacer, puisque suite à la tempête de 99, je crois Gérard Thibault est là, était là, moi j'étais pas là, mais il y a eu des très très gros soucis, et donc ils ont réalimenté les réseaux comme ils ont pu, mais sauf que EDF n'a rien fait depuis, voilà. Et du coup, on a eu le cas, puisqu'il loge de la tête, quand on a fait le boulevard de Verdun, il s'en rappellera aussi, on n'a pas pu effacer à cause de ça. C'était très 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 compliqué. Techniquement, je parle. Et alors financièrement.
Par contre, il est évident qu'au niveau éclairage public, moi j'ai vu avec le CIDEV, pour changer tout ce qui est éclairage, hein, puisque là, effectivement, maintenant, on n'a plus tendance, pour des économies d'énergie, pardon, de passer avec des systèmes de LED. Donc là, bien sûr, ça, oui, mais au niveau effacement, non, c'est pas possible. Alors, moi, j'aurais une question. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que, en idée, il y aura un sens unique depuis la route des Sables jusqu'au centre-ville? Non. Alors, c'est ce que je te disais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je n'étais pas sûr D'accord, d'avoir ouais. bien compris. Non, mais tu as bien fait. En fait, quand on part de l'avenue de la plage, ce qui est sûr, c'est que juste à la rue du phare, techniquement, on a prévu l'été une voie en sens unique, montant. Par contre, le projet, moi je l'ai réfléchi de façon que si un jour on voulait continuer, ce serait possible, sans modifier la voie. C'est ça que j'ai dit. Mais actuellement, la seule circulation qui est prévue, c'est rue du phare jusqu'à la rue jusqu'à l'avenue de la plage, en sens montant, pour l'été. Et l'hiver, bien sûr, en double sens. Donc ça veut dire que les riverains seront obligés de faire la boucle pour repartir. Lesquels riverains? Ceux qui descendent du phare? Mais non, mais non, du phare, vous mettez les riverains qui habitent dans la rue Maurice Sanson. S'ils veulent sortir de chez eux. Au même titre qu'un certain nombre de rues. Non, mais de quel endroit? Ceux qui sont avant la gendarmerie, vous voulez dire? Oui, Ceux qui sont avant la gendarmerie, ils pourront aller jusqu'à la gendarmerie, descendre au centre-ville par la rue Étienne Delay. La rue Étienne Delay, d'ailleurs, M. le maire, a été refaite. Elle a été refaite exprès, d'ailleurs. Et ça, là, comme vous dites, en fait, au mois de d'août, début août, je crois, M. le maire, hein, vous avez une réunion, l'Assemblée générale avec les générales, avec c'est ça. Et donc, à cette, je ne sais pas si vous parlez du patron, mais donc avait été proposé donc aux riverains de venir voir le projet. Donc j'ai eu un certain nombre d'ailleurs de couples qui sont venus, hein, des gens qui habitent cette section que vous dites là, et ça leur pose aucun souci. Ce qu'ils voient de bien surtout, c'est qu'il y a des espaces verts, les stationnements ne sont pas devant chez eux et pas pouvoir sortir. Voilà, donc c'est. Voilà. Et les vélos sont protégés. Et les vélos, et oui, comme tu dis, les vélos et les piétons, parce que les piétons, comme je disais tout à l'heure dans mon propos au début, étant donné que les trottoirs étaient très petits et que les voitures étaient sur les trottoirs, ben, le problème il est que les piétons avec les poussettes, tu les retrouves sur la route. Là maintenant vous avez des stationnements, ce qui permet à mes collègues aussi de la police municipale d'être plus armés, sans jeu de mots, sur la vigilance, parce que du coup là par contre on a fait des stationnements, des vrais stationnements. Hiérarchisé avec des bordures, comme je disais tout à l'heure. Y a-t-il d'autres questions? La jonction avec la piste cyclable de la rue du Méloin, elle sera facile à faire. La rue du Méloin, là, celle qui passe. Oui. Elle sera connectée à la piste cyclable. Voilà, de facto, comme tu dis, Michel, là, maintenant, quand tu viens du phare par la rue du Méloin, c'est évident que là, maintenant, dès que la rue est en sens unique, tu n'as aucun souci. Ah oui, c'est facile. Ce qui est plus facile maintenant. Il restera à travailler un peu cette piste. Oui, voilà. Parce que c'est un peu en énergie pour l'instant. Voilà. Elle est matérialisée déjà. De toute façon, là, c'est pareil, le cheminement vélo du phare pour aller, j'irai à Michel de Gaulle et compagnie, on a commencé, d'ailleurs, je disais tout à l'heure, on se revoit, à travailler là-dessus pour savoir comment on peut trouver un cheminement agréable et sécurisé pour que les gens puissent ne pas prendre la rue du phare. Il y a peut-être d'autres idées qui germent, qu'on vous soumettra. Non, Voilà. Il n'y a plus de questions. Donc, monsieur Arnaud, merci. Donc, on va passer à l'heure du jour. J'ai les plans affichés au bureau. Oui, ceux qui veulent aller, si vous voulez aller regarder en détail, vous pouvez aller consulter l'ensemble des plans. Donc, on passe à l'heure du jour maintenant. Donc, le point numéro 2 concerne les ressources humaines. C'est Madame Pierre qui nous parlait de l'adhésion
concernant le groupe d'assurance à risque statutaire. En fait, la maison des communes, enfin, le centre de gestion de la fonction publique, propose de s'inscrire de nouveau dans la démarche d'un contrat groupe départemental en matière d'assurance statutaire. Le contrat actuel s'arrêtera le 31 décembre 2021 et en fait je n'ai pas pu vous relire le texte parce que vous l'avez sous les yeux. Et si l'appel d'offres qu'il nous propose ne nous convient pas, on peut le refuser. Donc tous les 4 ans, on refait cette demande. Donc il propose ce contrat, en fait, il nous permet d'avoir des tarifs, des taux intéressants, parce qu'on est en masse, hein, et puis la mutualisation des risques, et pour les structures compte un nombre d'agents affiliés, donc ça permet d'avoir des tarifs intéressants. Donc il est proposé à l'Assemblée de donner l'autorisation au centre de gestion pour intégrer la collectivité dans la procédure de consultation en vue de la conclusion d'un contrat groupe d'assurance des risques statutaires du personnel. Étant bien précisé que la collectivité sera à nouveau consultée à l'issue de la procédure de consultation pour se prononcer sur l'adhésion au contrat groupe au vu des propositions chiffrées proposées par l'assureur. Y a-t-il des questions? Le conseil municipal, après avoir délibéré, donne habilitation au centre de gestion agissant pour le compte de la collectivité afin de lancer une procédure de consultation en vue de la passation d'un contrat groupe d'assurance des risques statutaires du personnel. Il autorise le maire à signer tout document relatif à ce projet. Y a-t-il des votes contre? Juste une précision. Non, simplement, chaque commune a bien son taux. C'est pas un taux uniforme. On choisit le taux qu'on veut. Soit on prend avec le régime indemnitaire, soit on prend avec les charges patronales. Enfin, donc. D'accord, j'avais bien compris. Voilà. Excusez-moi, je ne prends pas part au vote. J'ai vérifié le tri, mais il s'agit d'une question d'assurance. Ah, d'accord. Okay. Donc, il y a eu, qu'est-ce que j'ai dit? Abstention, contre. Merci. Le point suivant, gratification d'un stagiaire. En fait, le directeur de l'accueil de loisirs a été sollicité par Mme Inès Deborde pour faire un stage allant du mois de septembre au mois de décembre 2021. Comme ce stage a un nombre d'heures supérieur à 309 heures, on est obligé de donner une gratification. Ce qui représente 152,88 h par mois, plus 76,44 puisqu'il y a la moitié d'un mois, pour 2 293,20 €. Ça, c'est réparti de septembre 2020 à décembre 2021. C'est pas des sommes énormes chaque mois. Y a-t-il des questions? Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le montant et les modalités de la gratification de la stagiaire Inès Deborde détaillées ci-dessus. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc nous passons maintenant aux finances, toujours Mme Pierre, les DL, décision modificative concernant le budget de ville. Alors, budget ville, vous avez des ajustements de crédit en fonction de fonctionnement. En dépense, 90 000 €, qui représente 90 000 €, c'est en fait un supplément pour la SPL. Sur ces 90 000 €, vous avez 40 000 qui sont un déficit sur le camping et 50 000 qui représentent la communication et les bons d'achat qui ont été faits cet été avec les commerçants. C'est-à-dire qu'on donnait aux commerçants et c'était bons d'achat et les gens étaient tirés au sort pour savoir ceux qui prenaient, qui gagnaient ou pas. Après, vous avez les autres charges exceptionnelles. Alors, les autres charges exceptionnelles pour 13 000 €, c'est le total d'un certain nombre des remboursements des billets de spectacle, déjà, qui n'ont pas eu lieu, plus des remboursements, des réductions pour les sous-concessions. Vous en avez parlé. Donc, il y a des sous-concessions. Il y a des loyers. Et il y a le manège, on en avait parlé aussi, la promenade à poney, chacun a une réduction qui va de 900 € pour certains à 29 € pour d'autres. Ça dépend, c'est fonction du loyer. Donc ça correspond à 13 000 € tout ça. Après, en recettes, nous avons 2 300 €.
En fait, c'est au niveau, c'est un transfert de charge, c'est-à-dire qu'au niveau, on verra après dans le mouillage, on avait une prévision de charge de personnel de 45 000 euros. Or, en faisant le calcul exact de la charge de personnel, c'est-à-dire les gens qui sont mis à disposition des mouillages de la mairie qui sont mis à disposition, ça nous montait à 47 271 euros. Donc, on a été obligé de rajouter 2300 euros au mouillage, ce qui nous fait que ça nous fait en recette 2300 euros. 2300 euros en dépenses sur le mouillage, donc c'est 2300 euros en recette chez nous. La taxe de séjour, il y a 50 000 euros en plus, parce qu'en fait, en gros, on va avoir au moins 50 000 euros. Et la taxe additionnelle au droit de mutation, pareil, 50 700 euros. On aura plus que ce qu'on avait prévu sur le budget primitif. En section d'investissement, on a 8 000 euros qui est un remboursement de 2019 qu'il fallait faire sur la TVA, et 1 000 euros sur les taxes d'aménagement. Pour matériel de bureau informatique, en fait, on a acheté des ordinateurs c'est particulièrement pour les personnes, les nouveaux qui sont arrivés. Donc, il fallait bien qu'on les installe, donc on a acheté des ordinateurs. Et en recette, on a 70 000 euros, parce qu'on avait prévu en fonds de concours 300 000 euros, et en fait, il y aura 370 000. Et donc, un emprunt, ça va nous réduire l'emprunt de 56 000 euros, pour arriver à 14 000. Et du coup, il nous reste à peu près maintenant en emprunt par rapport au début du budget primitif, environ 5 000 euros. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, alors il y a plusieurs questions. D'une part, lors de la commission de finances, j'avais sollicité la possibilité d'avoir le document des services comptables, oui, le reporting mensuel. J'ai vu qu'il était dans le dossier du conseil, mais je ne l'ai vu que ce matin. Oui, parce que je l'ai lu moi ce matin. Bon, maintenant, on démarre. Hein, c'est pour rappeler que j'aimerais bien, quand il y a une EDM, savoir où on en est dans la consommation des crédits et dans le reçu des produits. Je suis d'accord. Non, mais je te dis, moi je l'ai reçu que ce matin aussi. Voilà. Il faut qu'il le fasse, hein, parce que là c'est fin octobre, oui. On est le 5 novembre, il faut le temps qu'il contrôle avant que les services contrôle avant de nous donner. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc ça c'était là, pour rappeler ce que j'avais demandé. La deuxième chose, c'est concernant donc, les 90 000 euros de la SPL. Déjà, ça fait 15% d'augmentation pour la SPL. Alors, ce qui est toujours gênant, on aurait pu voir peut-être les points qui sont après un peu plus loin, ça doit être les points 15 et 16. Quand on parle de l'office de tourisme. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, que ce soit. Oui, puisque c'est en lien direct l'un avec l'autre. Il y a des discussions là-dessus. Est-ce qu'il faut engager les crédits, savoir qu'on a l'argent avant de demander une dépense, ou l'inverse? Et là, ça a toujours été la discussion générale. Mais est-ce qu'on peut voter quelque chose quand on ne sait pas à quoi ça va servir? Ben si tu le sais là, les 90 000 euros. Oui, mais parce que tu viens de me le dire. Non mais c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Je pense qu'on aurait pu peut-être examiner les 2 points ou les 3 points en même temps. Oui, enfin ils sont pas très loin. Hein. Non, oui, on aurait pu effectivement, mais bon, c'est juste ça. Hein, ils sont dans la même délibération, enfin dans la même journée. Oui, tout à fait. Sachant que j'ai regardé. Mais c'est vrai que c'est toujours un problème, ça, de savoir s'il faut qu'on ait l'argent, on pense que si on a l'argent, on peut engager une dépense, ou si l'inverse, on engage la dépense et puis on voit après si on a l'argent. Tout à fait. Ça a toujours été un dilemme. Moi j'ai toujours connu ça. Oui, non, mais c'est un petit peu. C'est un peu difficile. Voilà. Sachant que si on reprend déjà les prochains points, les 15 et 16, quand on voit l'Office de tourisme, l'approbation du rapport d'activité 2019, ben c'est très bien, sauf que, autant que je me souvienne, à l'Office de tourisme, il y a la partie Office de tourisme, celle de cœur, il y a le camping et le CNT. Sauf que quand on voit les résultats du rapport d'activité, ben, tout est mis en commun. Ce serait intéressant peut-être d'avoir l'analyse, une petite comptabilité analytique pour savoir
le camping, il y a eu tant de recettes, il y a eu tant de dépenses. L'office de tourisme en tant que tel, il y a eu tant de dépenses, il y a eu tant de recettes. Et le CNT, qu'on sache chaque activité, à quoi ça correspond. Parce que, bon, on fait confiance, mais on aime bien savoir. On l'a. On a ça. Enfin, on l'a. Dans le rapport, ça n'a peut-être pas été indiqué en détail, mais on a une comptabilité analytique et on a les déficits des uns et des autres. C'est pour ça qu'on est intervenu concernant le camping. Concernant le CNT, le déficit, il est comme l'année dernière, malheureusement, il est à moins 135 000. Mais enfin, c'est presque obligatoire. On a pratiquement que des dépenses et pas de recettes. Cette année, on a eu moins de recettes, encore que juillet-août a été très bon au niveau des recettes du CNT, mais comme on a perdu 2 mois et qu'on a payé l'ensemble du personnel, donc on a été cette année, globalement, on a moins perdu que l'année dernière, parce que l'année dernière, on est arrivé cette année pratiquement au même résultat de perte qu'à fin octobre, mais comme là il n'y a quasiment pas d'activité au CNT, donc on aura quasiment la même perte que l'année dernière, alors que cette année on a eu 2 mois pour lesquels le CNT a été fermé. Voilà, donc on n'a pas eu d'activité pendant la période de Pâques et on n'a pas eu d'activité dans la période des ponts du mois de mai, etc. Voilà. Concernant le camping, l'année dernière il y avait plus 35 000 de recettes, cette année on est à moins 5 000. Donc on perd 40 000 par rapport à l'année dernière. Ah oui, c'est pas, oui, d'accord. Voilà. Oui, on perd 40 000. Donc c'est pour ça que... C'est pas 40 000 de déficit sur l'exercice. Non. D'accord. C'est moins 5 000, c'est pas pareil. Donc cette année on perd 5 et on a gagné 35. L'objectif de la SPL c'est d'arriver à tendre vers zéro. D'ailleurs l'année dernière on avait 1 000 € de bénéfices. Et en général, on essaie d'équilibrer pour éviter de payer évidemment des impôts, puisque c'est assujetti à l'impôt société. Et l'objectif de la SPL, c'est d'être équilibré. On ne cherche pas à gagner de l'argent au niveau de la SPL. Donc, on essaye la subvention permet, et il y a eu moins, quand vous allez avoir les chiffres de 2020, enfin pas maintenant, mais plus tard, vous verrez qu'il y a eu moins de ventes au niveau de la billetterie, il y a eu moins de ventes au niveau de la boutique, il y a eu cette année une année particulière en toutes les autres causes. Donc on essaye, et en versant cette subvention, bon les 50 000, ça c'est une décision qui a été prise pour stimuler le commerce à la réouverture après le confinement, ce qui a très bien marché, d'ailleurs les commerçants en sont ravis. Bon, ça nous a coûté pas loin de 50 000, hein, c'est 48 000 et quelques, puisque entre les bons, mais surtout toute la com que nous avons passée sur le plan régional, départemental et national, ce qui a fait peut-être qu'il y avait plus de monde cette année que l'année dernière, mais on n'en sait rien, c'est difficile à mesurer, puisque dans toutes les autres communes, il y avait beaucoup de monde également, mais en tout état de cause, ça a donné un coup de fouet au commerce, ça leur a permis d'avoir un peu plus de clients qui sont venus consommer chez eux, à travers de ce qu'ils disent, hein, via l'office du tourisme. Donc ça, c'est nous qui le prenons en charge, hein, c'est pas l'office du tourisme. Donc la subvention, elle vient générer la dépense réelle qui a été engagée par la SPL, et la seule subvention supplémentaire que cette année on attribue, c'est les 40 000 en réalité concernant le camping qui, lui, a souffert au niveau du confinement dans lequel on n'a pas pu l'ouvrir avant le mois de mai. Voilà. Donc ça constitue une subvention exceptionnelle. Oui, absolument. C'est pas entériné pour l'avenir. Non, absolument. Non, la convention, elle est de 600 000 €. En espérant qu'un jour le CNT arrive à zéro. On prend toutes les mesures utiles. Il faut savoir que l'année dernière, enfin M. Boulon, il est par là, il peut intervenir parce que c'est lui qui est le grand, qui s'occupe plus particulièrement du CNT. Cette année, en plus, on a eu des dépenses exceptionnelles puisque on a eu le départ du directeur, du chef de base, qui coûtait pas loin de 40 000 € de mémoire à peu près. Hein, 22 000 € ça a coûté. Combien? 22 000 €. 22 000.
Par contre, on a perdu toute l'avant-saison. Tous les groupes ont été annulés à cause du Covid. Et on arrive à peu près à 80 000 € de déficit de moins de ce qu'on aurait pu gagner sur l'avant-saison et l'après-saison. Parce que tous les lycées, tous les collèges ont tous annulé leurs stages. Et on a, comme vous le disiez, très bien travaillé cet été. On a rattrapé quand même une bonne partie en juillet, parce que les estivants sont venus très tôt en juillet et en grand nombre. Alors, comment on explique le déficit du camping alors que partout ça a bien marché? Il y a une explication? L'avant-saison, ils étaient fermés, donc ils n'ont pas pu louer. Oui, mais le camping n'a pas pu rattraper, c'est ça que je veux dire. Non. Parce qu'il y a certains campings où ça a bien marché. Non, mais le CNT, plus on embauche de saisonniers, plus on accroît l'activité. Le camping, il y a un certain nombre d'emplacements, et en plus, il y a des emplacements qui n'ont pas été loués cette année, donc il n'était pas complet en permanence cette année. Voilà, les gens n'ont pas choisi ce camping-là particulièrement. Les habitués n'ont pas choisi ce camping. Voilà. Donc j'ai pas l'explication en détail parce que en fait on va demander à Madame comment s'appelle Dupuis de nous donner une analyse un peu plus précise, puisqu'on a récupéré les chiffres il n'y a pas très très longtemps au niveau de la SPL. Il faut attendre le reporting, et c'est sur le reporting du mois d'octobre où on a eu tous les chiffres concernant celui qui est arrivé au mois d'octobre, je veux dire, donc c'est fin septembre, où on a eu tous les chiffres. C'était une surprise pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit au niveau de la directrice de la SPL et au niveau des services financiers de la commune. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc on vous donnera l'explication précisément. S'il y en a une, oui. Parce qu'il y a d'autres campings, pas forcément sur la côte, mais qui eux ont fait le même chiffre d'affaires pratiquement, parce qu'ils ont eu un mois de juillet, un mois d'août archi plat. Oui, c'est certain, mais quand vous interrogez les campings à la tranche, ils n'ont pas tous marché à 100%. Mais il y a beaucoup de saisonniers aussi il y a beaucoup de saisonniers qui se logent dans ce camping. Or là, les saisonniers, ils n'ont pas beaucoup travaillé cette année, donc non, mais est-ce que c'est forcément quelque part ça intéresse plus les gens et que les gens se reportent plutôt sur des places 5 étoiles? Je sais pas s'il y a certainement. Parce qu'en fait, on a un camping où il y a peu de mobil-homes par rapport aux autres campings de la tranche. Oui, mais alors, est-ce que c'est ça qui fait un intérêt moindre? Je pense que Madame Pierre a une partie de la réponse, c'est que les saisonniers, il y a eu moins de saisonniers embauchés par les commerces cette année, donc ils ne sont pas venus parce qu'ils vivent sous la tente, et donc on a eu peut-être moins de saisonniers, et je vous dis, quand on aura les chiffres précis, l'analyse, on en parlera, mais je pense qu'il y a ces explications-là, et puis les gens, il faut savoir qu'il n'y a pas de piscine. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'endroit pour les enfants pour jouer. C'est pas un standard 5 étoiles. En même temps, il y a des gens qui préfèrent aussi. Les gens recherchent ce genre de camping. C'est-à-dire, le seul avantage que ce camping a, c'est qu'il est en centre-ville, quasiment en centre-ville. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que je crois aussi qu'il y avait beaucoup de campings qui étaient pleins, des campings 4 étoiles, mais qui ont cassé les prix. Oui, il y a beaucoup de campings 4 étoiles qui ont cassé les prix. Il faut savoir que c'est un camping 2 étoiles, c'est pas un camping de grand luxe. En fait, cette clientèle qui allait dans les 2 étoiles peut-être pour le prix, eh bien, se sont retrouvés dans des 4 étoiles parce que les prix étaient identiques. Ah oui. Moi, je pense aussi. Entre autres, début juillet et fin août, c'était évident. Enfin, voilà. Donc on aura précisément l'analyse du camping. Alors, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point suivant, c'est toujours une DM pour l'assainissement. L'assainissement. En fait, c'est un problème de transfert de crédit. Il y a 67 000 €, qui est l'échéance de l'agence de l'eau, qui aurait dû être inscrit au budget primitif et puis qui a été oublié. Donc ça a été
rectifier là en prenant sur le 2156 qui sont sur les travaux sur réseau sur lesquels il restait de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Ok, des questions? Des votes contre? Des abstentions? Donc le suivant, c'est le budget mouillage, l'ADM. Mouillage de bateau. Donc là, les 2300 €, ça correspond à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est bien les charges de personnel qui étaient sous-évaluées. Entretien et réparation d'automobilier, on a enlevé 1400 € pour tomber sur... c'est une ligne sur laquelle il y avait beaucoup d'argent, donc pour ajuster, on a enlevé de l'argent dessus. Et les 900 €, c'est des recettes de mouillage en plus. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc maintenant on passe aux tarifs municipaux concernant l'accueil des jeunes et le club ado. Qui prend? Oui, qui prend. Donc le 7 juin 2018, le conseil municipal avait délibéré sur les tarifs municipaux de l'accueil de loisirs sans hébergement et du club ado. Entre parenthèses, ça s'appelle plus ALSH mais ACL. Et le club ado est une section du centre de loisirs, c'est l'accueil jeune. Afin d'appliquer les directives de notre convention d'accessibilité financière préconisée par la Caisse d'allocation familiale, il vous est proposé de modifier le tarif du club ado à partir du 1er janvier 2021. Les tarifs proposés sont les suivants. En fait, le club ado, c'est 15 € l'adhésion, 15 € un abonnement à l'année. Et la CAF nous a demandé d'introduire un quotient familial, comme la garderie, comme la cantine. Donc on a fait un nouveau tableau, qui paraît assez équitable. Hein. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, rapporte la délibération numéro 04A 06 18 du 7 juin 2018 pour le volet des tarifs du club ado. Approuve à compter du 1er janvier 2021 la nouvelle tarification du club ado présentée ci-dessus. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. Merci. Le point suivant, la ludothèque et le tarif ludothèque, Madame Pierre. En fait, dans les premiers tarifs qui avaient été votés, il y avait les associations n'avaient pas le même tarif que les collectivités. Donc là, il a été prévu de les remettre au même niveau, c'est-à-dire que les associations et les collectivités, la commune paye, c'est gratuit, et les hors communes payent 40 €, jusqu'à 6 jeux pour l'ensemble de la structure, et les jeux sur place, l'école, l'EHPAD, les crèches, les associations payent 0 € sur rendez-vous, hors commune 15 € sur rendez-vous, séance 1h, 1h30. Voilà. Donc en fait, on demande d'approuver les nouveaux tarifs fixés. En fait, c'est vraiment c'est pour ajuster la chose, parce que les associations, en fait, avant payaient. Dans le premier tarif, les associations payaient, les associations de la tranche. Donc on ne comprenait pas pourquoi les collectivités, elles, payaient pas, les PAD payaient pas, les crèches payaient pas, puis les associations, elles payaient. Donc on a surmis tout le monde à 0. Voilà. Y a-t-il des questions? Des voix contre? Des abstentions? Merci. Concernant le tarif toujours des mouillages maintenant. Ah oui, le 18 septembre dernier, le conseil municipal fixait les tarifs de mouillage de bateaux pour l'année 2021. Il vous est proposé de compléter cette délibération. En effet, afin de réguler le stationnement dans la zone nautique de l'embarcadère, il sera donné aux plaisanciers occasionnels, bateaux semi-rigides ou jet ski, qui viennent à la journée, la possibilité de bénéficier du parking des plaisanciers à badge au tarif forfaitaire de 11 € la journée. Y a-t-il des questions? Alors, j'aimerais, enfin là je parle pour Eric qui n'est pas là ce soir, mais on aurait voulu savoir pourquoi vous voulez réglementer ce parking alors que celui d'à côté n'est pas réglementé. Oui, celui d'à côté n'est pas réglementé, d'ailleurs il est squatté souvent le matin très tôt. Tout à fait. Et donc on envisage de le barriérer également. Donc il serait mis à la disposition du CNT, et le CNT autoriserait les membres à utiliser ce parking. Voilà. Donc c'est un projet, c'est à l'étude, mais il est possible qu'on le ferme
Et on peut pas faire tout en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité de voir justement tous ces stationnements, comme vous dites, devant le CNT, le fameux... Mais devant le CNT, il y a des barrières, normalement, qui se lèvent, mais sans arrêt, elles sont cassées. Oui, c'est vrai. Elles sont cassées par... Elles sont cassées. On ne donnera pas de nom, mais on sait à peu près qui les casse. Voilà. Donc ils cassent tous les cadenas, puisque c'est un système qui fonctionne à cadenas. Donc effectivement c'est un problème. Donc c'est à l'étude justement, on doit avoir avec M. Flatin quand il va revenir, ce problème-là. Et on ne peut pas voir tout en même temps. Enfin, mais c'est pas les mêmes, ce ne sera pas les mêmes parkings et gérés par les mêmes personnes. Parce que le parking des plaisanciers est lié avec les mouillages normalement. Donc les gens ont un badge en payant, je crois, 30 € de mémoire, et à condition qu'ils aient un mouillage. Par contre, on propose aux gens qui viennent à la journée avec leur bateau ou avec leur jet ski de garer leur voiture à cet endroit. Ils payent 11 € au lieu d'aller le mettre au grand parking où là ils vont payer plus cher puisque... Oui, mais comme vous dites, en ce moment ils le mettent au premier où ça ne coûte rien du tout. Mais ils ne mettent même pas au premier parce que quand ils arrivent il est déjà plein. Dans ce premier parking, si vous faites le nombre de places, c'est pas énorme non plus. Les planches à voile qui sont dans le premier parking, traditionnellement, historiquement parlant, nous sommes une station planche à voile. Hein, donc c'est ce premier parking qui est réservé entre guillemets par les planches à voile. Vous voyez les croisières intérides aussi qui des fois viennent se garer. Ah non, mais j'ai rien contre que les planches à voile viennent dans le premier parking. Ce que j'aurais souhaité, c'est que tout soit étudié en même temps pour harmoniser justement les décisions, qu'elles soient comme on sait pas la faire. Mais c'est prévu d'étudier la gestion du deuxième parking. Et justement, on va voir les gens du CNT pour voir s'ils peuvent le gérer au travers d'un système de barriérage. Voilà, pour que ce parking ne devienne pas quelque chose qui est en permanence squatté par un certain nombre de gens qui arrivent le matin à 7 h. Ou même, effectivement, les gens qui vont utiliser les croisières intériles et qui viennent se garer très tôt le matin, parce que les bateaux partent souvent très tôt. Voilà. Mais effectivement, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Ben, je n'abstiens parce que je voudrais que tout soit fait en même temps. Que toutes les décisions soient prises en même temps. Pas des morceaux. Voilà, Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Donc le point numéro 6, indemnisation des artistes en raison de contexte sanitaire. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la déferlante, il y avait des spectacles qui avaient payé avec qui on avait signé un devis. Et étant donné qu'ils n'ont pas pu faire le spectacle à cause du Covid, on se propose de rembourser, de leur donner une indemnisation à hauteur de 30% de ce qu'ils avaient, de ce qui était prévu dans le contrat. Et ça, nous avons donc un seul contrat qui était en jeu pour nous. C'est la compagnie dit bonjour à la dame, Frigo plus 1, pour ça nous fait 630 €. En fait, au départ, à la première, quand ça a été présenté la première fois à la commission finances, on avait refusé. Mais il s'avère que depuis, on a fait une enquête auprès de toutes les communes qui faisaient avec la déferlante, qui travaillaient avec la déferlante, et elles ont toutes signé comme quoi elles donnaient entre 30 et 50% de tout. Donc pour ne pas faire bande à part, on a fait la même chose qu'elles. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, simplement, au coup par coup, on a ce genre de choses qui nous arrivent. On a fait le manège, on fait la compagnie, on va faire, je crois, le théâtre du 25 novembre. Alors, je ne sais pas s'il va nous demander quelque chose.
Ah non, il y a bien un théâtre oui, le 22 novembre qui est annulé. Donc la compagnie risque de nous demander... Oui, mais là, on est obligé de faire un coup par coup parce qu'on ne sait pas. Oui, non, mais on aurait peut-être pu, dès le départ, dire bon, on fait 30% pour tout le monde ou 20% pour tout le monde. Ah ben ça dépend de ce qu'ils demandent. Ils demanderont peut-être rien. Non, mais s'ils demandent rien, on ne donne rien. Mais s'ils demandent, on dit bah, vous avez droit à 20% ou à 30% comme tout le monde. Tout ça, ça dépend des contrats qui sont signés. Comme chaque contrat est signé de façon différente au départ. Il va y avoir le cinéma aussi, parce que le pauvre cinéma, je ne sais pas ce qu'il va. Il va lui rester dans les caisses. Mais c'est pas grave d'attendre au coup par coup. Non mais là on peut pas savoir ce que chacun va demander. On a pu décider un pourcentage en disant voilà, ça ne sera pas plus de... non mais c'est pas. Ça dépend de ce qu'il y a dans le contrat de base. Hein. Le contrat de base, c'est pas forcément 30%. C'était juste une proposition. Non, mais c'est normal qu'on l'étudie coup par coup, puisque chaque cas est un cas particulier. On ne peut pas généraliser sur des cas particuliers, et c'est pas des contrats standards. Donc chaque élément, vous parliez du cinéma tout à l'heure, le cinéma, d'ailleurs on ne sait même plus quelles sont les pertes que le cinéma fait, puisqu'il ne communique plus les chiffres. Et je signale que l'autre jour, et tant mieux, on voulait aller au cinéma, il n'y avait plus de place. Donc ça dépend de la programmation des salles de cinéma. Et malheureusement cette année, compte tenu de la situation, il va être en déficit. Mais ce n'est pas le gros déficit globalement au niveau du cinéma, au travers de ce qu'il m'a expliqué, c'est surtout le multiplex qui génère beaucoup de déficit. Bon, la tranche, on a pris l'engagement avec lui de l'aider financièrement, puisque nous on souhaite que sur le plan de la structure de la tranche, elle continue à fonctionner. Mais aujourd'hui, je suis incapable de dire, si je lui disais on prend 30%, mais c'est peut-être même pas 30%, c'est peut-être 50%, c'est peut-être 80% qu'on va prendre. Donc on ne peut pas aujourd'hui demander au Conseil un chiffre forfaitaire dans la mesure où on ne connaît pas la réalité du problème et du coût sur lequel du déficit qui va être en train d'engendrer sur la tranche sur mer, j'entends, hein, pas pour le reste. Nous, le reste ne nous concerne pas. Voilà. Donc on ne peut pas fixer un pourcentage. Et d'ailleurs, nous, à l'origine, pour le cas qui a été examiné, on avait dit 0. Nous, on ne voulait payer rien du tout. Et en fait, les contrats n'obligeaient à payer 0, sauf que les communes ont dit oh, il faut les indemniser, etc. Donc, vis-à-vis de l'ensemble des 10 communes de la déferlante, on a dit on va faire pareil, mais nous, on était sur le fond, on n'est pas d'accord. Dans la mesure où les contrats n'engageaient... Les contrats, d'ailleurs, le contrat prévoyait aucune indemnité dans le cas de force majeure ou en cas de problème sanitaire, donc il n'y avait aucune raison d'indemniser. Et il y a des communes qui ont une autre façon de gérer et d'autres opinions, donc on s'est aligné sur l'ensemble de la majorité. Voilà. Donc on a décidé 30 parce qu'ils ont pris 30. Hein. C'est pas nous qui avons décidé 30 en fait. Hein. Chacun a fait un peu ce qui s'apprécie. Non mais ils ont fait 30. Hein. Tous ils ont fait 30. Ils n'ont pas fait 50. Ok. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est bon. Donc le point suivant, c'est le concerne le remboursement d'un forfait de post-stationnement de 20 €. Oui, Madame Noumasson, ayant reçu une notification de paiement d'un FPS par la police municipale, a déposé un rapport après avoir néanmoins réglé le FPS. Considérant que cet usager a fourni les pièces et arguments nécessaires à l'appui de son rapport, considérant que Madame Noumasson a apporté les justificatifs du paiement de sa redevance de stationnement, le conseil municipal décide de rembourser la somme de 20 € correspondant au paiement du FPS à Madame Noumasson Maté. Y a-t-il des questions? C'est dommage d'être obligé de prendre une délibération pour 20 €. On est obligé quand même. Bon. C'est la loi, c'est une dépense. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Très bien, merci. Donc on passe à l'urbanisme, Monsieur Gauthier. On régularise la parcelle dont on n'est pas propriétaire et dont le cadastre nous dit qu'on était propriétaire.
Oui, ça se situe boulevard de la de Tassigny, ça concerne les terrains de l'ancien Sweetie Park. Donc c'est ces terrains que la commune a acquis en 2018. Et dans le cadre de la cession, enfin de la vente plutôt du camping des Rouillères, il faut rediviser les parcelles qui concernent donc ces deux parties. Donc dans cette optique, il a été missionné comme un géomètre pour définir effectivement les réelles limites des parcelles. Donc il en ressort qu'au profit de la commune de la Tranche, donc il y a une superficie de 10 000 m² qui est répartie sur les 3 nouvelles parcelles qui portent les numéros 184, qui concernent donc l'ancienne qui était le numéro qui était l'ancienne numéro 28 pour 8600 m², la nouvelle 186 pour l'ancienne 137 pour 344 m², et la nouvelle 188 pour l'ancienne 152 de 1056 m², donc le total 10 000 m². Et de l'autre côté, donc au profit du camping Bessières, il y a une superficie donc, qui correspond au parking qui sont le long de la route, une superficie de 1922 m². Et là, ça concerne donc les parcelles 185, l'ancien c'était aussi la parcelle numéro 28, c'est là où il y avait le litige, pour 1638 m², la parcelle 184, l'anciennement la 137 pour 58 m², la nouvelle parcelle 189, qui était l'ancienne 157 pour 156 m², et la nouvelle 190, qui était l'ancienne 146P pour 80 m². Donc ça correspond à l'emprise complète du parking le long de cette voie. Donc il convient donc de régulariser à ce jour cette situation. Donc il nous est demandé, si vous avez des questions, on les prend. Autrement, il vous est demandé donc d'approuver cette régularisation, sachant que les frais d'acte seront toujours à la charge de la commune, et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes correspondants. Non, donc là il y a une petite correction. Le coup de géomètre, j'ai convenu de les partager en deux avec la famille Bessières. Ah. Donc là il faudrait modifier. C'est 50-50. En fait, à l'origine, c'est eux qui sont responsables. Parce que quand ils ont racheté, quand comment il s'appelle, Sweetie Park a fait l'opération avec eux ont racheté à Sweetie Park ces parcelles, sauf que le géomètre avait fait déjà, je ne sais plus en quelle année, en 1975 ou 76, un acte qui n'a jamais été déposé, et il n'y a jamais eu ils ont fait un procès verbal qui n'a jamais été déposé au cadastre et pour lequel le notaire n'est jamais intervenu. Donc en fait, on régularise ce qui aurait dû être fait il y a 15 ou 18 ans. Voilà, concernant cette indivision qui appartient d'ailleurs à l'ensemble de la famille Bessières. Oui, voilà. Indivision. Donc on va passer, on est obligé de passer un acte notarié et puis faire modifier le cadastre. Donc les frais seront divisés en deux. Donc, y a-t-il des votes contre? Les abstentions? Je vous remercie. Donc là, maintenant, on reste toujours dans le même secteur. Mais là, il s'agit donc de constituer une servitude pour permettre l'accès, justement, pour que la commune ait un accès à son terrain de 10 000 m², donc la parcelle 28. Sans ça, autrement, il faut aller faire le tour tout au bout du terrain, à l'entrée presque vers le camping de la Belle Henriette. Oui. Pour accéder au terrain. Donc là, on a demandé une servitude de passage qui va se situer là, pratiquement en face du camping et qui va faire une largeur de 4 mètres sur une profondeur de 11 mètres, ce qui correspond, grosso modo, les 11 mètres, c'est la largeur de leur parking, oui. Et donc 4 mètres de large, c'est pour respecter le PLU. Oui, on en a profité, compte tenu de la situation, pour leur demander un droit de passage qu'ils vont accepter. Donc, s'il y a des questions. Oui, il y a quelque chose de prévu sur l'ancien terrain du Sweetie?
Non, il est tout propre. oui, on l'a nettoyé. Ça surprend. Oui, parce qu'il était en très mauvais état, donc on l'a nettoyé. Normalement, il y aura quelque chose de prévu. Ce sera un aménagement d'espace vert avec un plan d'eau pour régler les problèmes des eaux pluviales dans le quartier. Il y a quelques soucis d'eau pluviale. Donc ce sera un plan d'eau qui va recevoir les eaux pluviales. Et puis un aménagement paysager. Voilà. Puisque c'est un terrain inconstructible. Oui. Mais dans un premier temps, il va être utilisé par des travaux, enfin ils vont mettre leur cabane de chantier concernant les protections qui vont être faites au niveau de la belle Ariette. Donc les entreprises qui vont travailler pour créer les protections auront leur matériel et leur bungalow de ce côté-là. On a convenu de leur prêter le terrain en attendant. Voilà. Donc y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc après, le point numéro 10, acquisition de la propriété Benoît-Feuillet. C'est pareil, c'est une régularisation. Donc les consorts Benoît-Feuillet étant propriétaires d'un bien situé rue du Culet, ce bien est composé de 3 parcelles, 586, 588, 589. Dans le cadre de leur cession de leur propriété, il faut procéder à la rétrocession de la parcelle 589 pour une superficie de 3 mètres carrés. Cette propriété est en indivision avec monsieur et madame Tranchant, qui est donc déjà et cette parcelle est déjà dans l'emprise publique. On a déjà fait des travaux de voirie dessus, donc c'est une parcelle qui nous revient. D'autant plus que lors de l'acquisition de la propriété par monsieur et madame Benoît, il était mentionné dans leur acte d'acquisition que cette parcelle était destinée à être rétrocédée à la commune. Donc c'est une régularisation aujourd'hui. Et donc on nous demande de bien vouloir décider de l'acquisition à titre gratuit de cette parcelle de 3 mètres carrés qui est au 6 rue du Culet, et donc les frais d'acte étant à la charge de la commune, et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point 11, c'est une acquisition également dans le cadre d'un aliment rue de la Côte Sauvage. Oui, donc la rue de la Côte Sauvage, en fait c'est à l'angle de la rue de la Côte Sauvage et puis de la rue des Peupliers. Quand vous remontez la rue des Peupliers, que vous tournez sur la gauche, la rue de la Côte Sauvage, vous avez une excroissance au niveau de la propriété qui est juste en face de la rue des Peupliers, qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, et qui gêne les poids lourds quand ils tournent, en particulier les camions de poubelle. Quand ils tournent, des fois ils ont quelques difficultés. Donc là, il y a une session qui va avoir lieu entre les différents propriétaires, qui ont les propriétés donc d'à côté, entre celle de M. Noël en particulier et l'ambassade Bascou. Donc ils se sont mis d'accord. Donc c'est sur ces 3 propriétés, on va en prendre 2 mètres, enfin il y aura 2 mètres carrés sur la propriété de M. Noël, la 151, il y aura 1 mètre carré de prise sur la 152 qui appartient toujours à M. Noël, et en fait sur la parcelle de M. Noël qui sera cédée par l'indivision l'ambassade Bascou. Donc ça fait 4 mètres carrés, enfin c'est pas vrai, ça fait 3 mètres ici et 1 mètre carré, ça fait 4 mètres carrés qui vont être utilisés pour agrandir la voie. Il restera quand même un petit souci, il faut déplacer le poteau. Et il y a un poteau qui supporte une ligne téléphone. Donc avant de faire les travaux, il faudra regarder un petit peu où on va faire passer le fil. Donc voilà, il vous est demandé donc, de valider cette acquisition, étant donné que les frais d'acte seront à la charge de la commune, et donc d'autoriser le maire à signer les actes correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le dernier point au niveau de l'urbanisme, c'est le changement de dénomination de l'impasse des Fleurs. Alors l'impasse des Fleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, se situe à la Gruyère.
c'est un ancien lotissement qui était privé, qui est tombé dans le domaine, qui n'est pas tombé, qui a réintégré le domaine public, qui est situé dans la prolongation de l'avenue de Georges Clemenceau. Cette avenue, c'est celle qui passe devant la chapelle à la Gruyère. Donc on a fait, il y avait un chemin piétonnier et cyclable avant, et on a, nous, fait un passage pour les voitures, de manière à faire une déviation l'été quand il y a des marchés ou des spectacles sur la Gruyère, pour dévier les véhicules, pour éviter de prendre la rue principale de la Gruyère. Donc, c'était une impasse avant, donc maintenant que c'est devenu une voie, il faut donc la renommer. Alors on vous demande, soit on l'appelle Allée des Fleurs, ou soit Rue des Fleurs. C'est comme vous voulez. On dit allée ce matin. On a parlé d'allée ce matin. Eh bien, ça sera une allée alors. Allez. Ok. Allez, parce qu'elle n'est pas là. Donc tout le monde est d'accord. Allez. Merci. Voter quand même. Allez, donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Très bien. Le point numéro 13, c'est le règlement intérieur du conseil municipal. Donc, ce règlement intérieur, la loi nous fait obligation dans les 6 mois du nouveau conseil municipal de créer ce règlement. Donc, un certain nombre de membres de la majorité et de la minorité se sont réunis et amendé un projet qui avait été inspiré de documents standardisés par soit la Maison des communes ou soit l'AMF. Donc vous l'avez dans votre... vous l'avez chacun reçu d'ailleurs, et vous l'avez également, je crois, dans votre dossier. Voilà. Bon, il est inspiré, ça compte beaucoup de textes correspondant au CGCT, mais il y a eu quelques compléments, éclaircissements et précisions qui ont été élaborés par les membres de cette commission, qui n'était pas vraiment une commission, mais les membres qui se sont réunis pour travailler sur ce sujet. Donc, je ne sais pas si... on ne va pas le relire, hein, parce que là, il y en a pour un certain temps, certain. Donc, vous l'avez tous eu, vous l'avez tous reçu. Est-ce que vous avez des observations à apporter ou des amendements à apporter à ce document? On a eu quelques compléments d'informations sur lesquelles on a tenu compte, que vous nous avez envoyés au niveau de la minorité. On les a intégrés hier, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, ça porte sur quelques points, sur le fait nous autorisant à utiliser les salles sans préciser les heures et les jours, et puis voilà, certains autres points qui sont des points mineurs, mais qui demandaient à être précisés, et on l'a intégré. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce document? Non, il n'y a pas de questions. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc il est applicable à partir de ce soir, enfin pas ce soir, dès qu'il sera validé par les services de l'égalité de la préfecture, c'est-à-dire demain ou après-demain, c'est ça? Demain. Voilà, donc le point suivant, c'est les transports scolaires. Madame Pierre, un avenant à la délégation de compétences. Et la région du Pays de la Loire a conclu avec les organisateurs secondaires des conventions de délégation de compétences en matière d'organisation et de gestion des services de transport scolaire. La convention établie entre la région et la ville de la Tronche-sur-Mer a été signée le 3 août 2018. Afin de répondre aux attentes des organisateurs secondaires en matière de financement, il y a lieu de modifier la délégation de compétences des organisateurs secondaires par un nouvel avenant. En fait, dans cet avenant, ça change le montant. La région donnait 1,35 € par mois et par élève, et maintenant, elle va nous donner 1,50 €. Voilà. Maintenant, c'est pour couvrir ça. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des réponses? Des abstentions? Merci. Donc le point suivant, ça concerne la SPN, c'est la préparation du rapport d'activité. Monsieur Brulon, vous nous en parlez? Oui. Alors, parmi
délibération des 12 mai et 18 juillet 2014, le Conseil municipal a approuvé les statuts de la société publique locale. L'article 30 des statuts de la société prévoit qu'un rapport de gestion des frais doit être présenté à l'Assemblée délibérante une fois par an. Ce rapport établi par la directrice de l'Office du tourisme pour l'année 2019 a pour données principales. Alors la fréquentation, 2% de hausse par rapport à 2018, soit 90 532 passages à l'office, 13 803 demandes, dont 12 620 françaises et 1183 étrangères. Ensuite, meilleure vente en billetterie, c'est égal à 2018. Puy du Fou, 25 743. Croisière Intérim, 29 945. Police Park Indian Forest pour 14 385. Ensuite, le site internet, 457 000 visites pour les webcams, donc plus 150%. 50 000 pour les activités, 44 500 pour l'agenda. Source des visites, alors 38% viennent de l'Île-de-France, 21% Pays de la Loire et 12% Nouvelle-Aquitaine. En ce qui concerne les réseaux sociaux, il y a eu 14 642 fans Facebook, soit 99% sur 3 ans en plus, et 1300 followers Instagram, soit 104% sur 3 ans. Enfin, le taux de remplissage, tous les hébergements confondus en juillet et août, c'est-à-dire 906 874 nuitées, plus 3%. Un volume de nuitées nous échappe, logement non déclaré, résidence secondaire, Airbnb, Le Bon Coin, camping-car, etc. Les comptes ont été établis pour un troisième exercice de l'SPL du 1er janvier 2019 au 31/12/2019. Au cours de l'exercice écoulé, la société a eu comme activité l'Office de tourisme, la gestion du camping de Villeneuve, ainsi que celle du centre nautique, comme on disait tout à l'heure. Les comptes ont été approuvés par le commissaire aux comptes et par l'Assemblée générale de la SPL le 19 juin 2020, donc ce qui fait un total des produits d'1 273 674 €, total des charges 1 264 763 €, résultat d'exploitation 8 911 €, résultat exceptionnel moins 7 741 €, résultat après impôt 1155 €. En ce qui concerne le partenariat, 180 partenaires guides pratiques, c'est-à-dire une hausse par rapport à 2018, et 90 partenaires guides d'hébergement, une baisse par rapport à 2018. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Y a-t-il d'autres questions? En fait, on n'a pas voté. On a à prendre acte du rapport. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Non, c'est un point. Non, c'est un rapport qui doit prendre acte de la commission qui a été faite du rapport 2019 pour la SPL. C'est pas une DSP? Ce sont des finances publiques. Non. Pas complètement. Ah bon? Non, il y a un exercice propre de l'Office de tourisme. Oui, les recettes viennent bien de la taxe de séjour, que je sache, et des subventions de la commune. Non, il n'y a pas de taxe de séjour. La taxe de séjour, c'est la commune qui l'encaisse. Oui, mais qui la reverse. Non. Il n'y a pas obligation de la reverser. Oui, mais par contre, il y a quand même 600 000. C'est une subvention. Non, on le verse en part. Enfin, on en verse plus au travers de la subvention que la taxe de séjour, mais on n'est pas tenu, on n'est plus en éthique, donc on n'est pas tenu de la verser au niveau de l'SPL. C'est une société anonyme publique. Oui, tout à fait. Donc elle a un statut de société commerciale privée, en fait, avec expert comptable et commissaire aux comptes. Une société commerciale, en fait. Donc, non, elle n'est pas une obligation de le reverser. Par contre, on aimerait bien que se figure au PV notre demande, comme quoi on aimerait avoir les chiffres activité par activité. Oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Non, mais justement, que ce soit noté au PV. On a tout. D'ailleurs, dans le conseil, dans le conseil d'administration, les documents, ils ont toutes les informations. Oui, bien sûr. Mais effectivement, dans le compte rendu annuel, il pourrait décomposer le chiffre d'affaires par activité. Ce serait de façon analytique. Je ne me comprends pas. Mais je les ai, là, moi je les ai, les chiffres.
Enfin, bon, moi, si je n'ai pas 2019, hein, j'ai 2020, évidemment. Et 2019, on a tous les détails. Hein. On a toute une compta analytique, évidemment. Mais on en prend note. On va dire à Mme Ville dans le prochain rapport de tout détailler. Donc le point suivant, c'est le... Alors ça c'était quel point? C'était le point 16. Maintenant c'est l'avenant de 90 millions. Donc il y a l'avenant de 90 000 euros. Ouais, ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc par délibération du 6 décembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention d'objectifs fixant les missions et les obligations de la SPL à l'Office de tourisme, déterminant les moyens mis à sa disposition et les engagements de la commune. L'article 2 de la Convention prévoit notamment le versement d'une subvention finale d'un montant de 500 000 euros payable à l'SPL porté à 600 000 par l'avenant numéro 4 de la dite Convention. Considérant la perte d'exploitation du camping municipal sur l'année 2020, générée par les mesures de confinement imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, considérant que la SPL a contribué à relancer l'activité touristique de la station par la mise en place d'une campagne publicitaire et d'un jeu concours au profit des commerçants locaux, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle de 90 000 euros à la SPL Office de tourisme, le tourisme national, signé l'avenant numéro 5 à la Convention d'objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions de plus que tout à l'heure? Bon, je crois qu'on a eu les réponses à nos questions. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. Merci. Le point 17, donc, c'est le rapport d'activité de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc vous êtes censé normalement avoir reçu de l'EPIC le document via Internet, chacun des élus, mais j'ai cru comprendre que vous les avez pas reçus. Vous n'avez pas reçu le rapport? Si, normalement c'était le 8 octobre que ça a été envoyé. Ça a été envoyé le 8 octobre. Par la communauté de Est-ce que vous l'avez tous reçu? À tous les élus. Hein. Oui. Vous l'avez reçu? Regardez sur le 8 octobre, normalement la communauté de communes vous a envoyé via Pastel. Hein. Oui. Donc via Pastel vous a envoyé le Bon, enfin, à l'intérieur de ce rapport, on y trouve toutes les activités de la communauté de communes qui sont plutôt des activités internes. Hein. C'est des finances, les ressources humaines, le droit de sol, la communication du système informatique, les interventions économiques, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'action touristique et culturelle. Voilà, donc il n'y a pas d'éléments très particuliers en dehors du fait que j'ai assisté l'autre jour à une réunion des maires concernant la prospective sur les 6 ans à venir de la communauté de communes, et il ressort que c'est pas très brillant pour le futur. L'impact de la Covid-19 a généré des pertes en 2020 qui ne sont pas très significatives, puisque ça représente à peine 0,5% du chiffre d'affaires, donc c'est pas énorme. Mais par contre, en 2021, compte tenu du décalage et surtout de l'activité des entreprises et sur la valeur ajoutée, etc., puisque les entreprises ont eu des baisses de chiffre d'affaires, évidemment, compte tenu des fermetures. Donc il y aura une répercussion sur les anciennes taxes professionnelles qui sont maintenant devenues taxes sur valeur ajoutée, etc. Donc ils prévoient de perdre pratiquement, juste pour l'année 2021, de l'ordre de 10% de leurs recettes en matière de revenus de taxes. Et puis l'impact également de la taxe d'habitation va générer des diminutions de recettes au niveau de la Comcom, grâce aux communes touristiques et surtout aux résidences secondaires qui elles vont continuer à être taxées. Ça va leur permettre d'avoir un impact inférieur à la perte, puisque le gouvernement est censé couvrir la totalité de la perte, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas.
donc puisqu'ils prennent en référence les 2 années antérieures. Par conséquent, la prospective est contenue dans les temps, puisque vous avez peut-être vu que dans le document, si vous l'avez lu sur Internet, ou sinon il est à la disposition dans la commune, ils ont encore un endettement de 47 millions, ce qui est énorme pour la communauté de communes. 47 millions, donc l'impact de ce remboursement plus des investissements structurants qu'il faut renouveler régulièrement et l'impact des engagements qu'ils ont pris pour la fibre optique, puisqu'il y a une partie qui est financée par les communautés de communes, donc ils pourront investir que 2 millions. Il y a 4 millions au total par année d'investissement prévu, dans une prospective, et sur lesquels il y a 2 millions qui sont déjà bloqués pour renouveler les investissements et financer les investissements de fibre optique. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau des investissements futurs, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup d'investissements futurs, et donc les services ont mission de chercher des économies et de faire l'inventaire également, parce qu'ils n'ont toujours pas fait l'inventaire de leur patrimoine immobilier, puisque je vous rappelle qu'il y avait une fusion de 4 communautés de communes, et qu'il y a des bâtiments qui sont utilisés pas suffisamment et qui pourraient être vendus. Ils sont propriétaires de gendarmerie, donc ils ont un intérêt pour la communauté de communes, donc il faut revendre. Ils sont propriétaires d'un certain nombre de logements sociaux qu'ils peuvent revendre. Voilà, ils ont essayé de réaliser certains actifs et réduire les coûts de fonctionnement, parce qu'ils se sont aperçus en fait la nouvelle équipe s'est aperçue qu'ils n'avaient jamais analysé les activités du personnel. Donc il y a du personnel, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc ils ont 250 salariés, et donc il n'y a pas une organisation suffisamment très fine qui permet de déterminer que X, Y est occupé à 39 heures ou 35 heures, et on ne sait pas s'il travaille vraiment 35 heures. Enfin, il y a une organisation des relations humaines qui va être mise en place pour pouvoir optimiser également cet aspect. Et leur mission, c'est de réduire, les élus leur ont donné mission aux administratifs de réduire leur coût de fonctionnement. Voilà. Il y a un programme d'économie à faire. Espérons qu'ils auront la possibilité de le faire et la volonté de le faire réellement, parce que pendant la période des 4 ans précédents, ils ont plutôt embauché que réduit du personnel. Voilà. C'est pas pour... et pourtant, on a tiré le signal d'alarme. J'ai été souvent le précurseur pour respecter et tirer le signal d'alarme, parce que, au vu des chiffres, on s'apercevait déjà que les investissements qu'ils avaient programmés, c'était surtout le résultat des repas d'avant la fusion de certaines communautés de communes, et en particulier la nôtre, les pays de mer, voilà, sur lesquels on n'avait quasiment aucun endettement, et par rapport, quand on a fusionné, on s'est retrouvé avec 50 millions que nous avons découvert, parce qu'ils n'ont même pas fait d'audit au moment de la fusion. On ne revient pas sur le passé, mais bon, donc c'est une opération qui n'est pas tout à fait bénéfique, et qui est plutôt bénéfique pour certaines Comcom, puisque au moment où ils sont rentrés avant d'entrer dans la nouvelle communauté de communes, quand il y a eu la fusion, les excédents qu'ils avaient, ils les ont remboursés aux entreprises. Enfin, pas aux entreprises, je veux dire aux communes. Donc, voilà, donc ils ont amené une structure qui était complètement vide, la coquille était vide au niveau trésorerie. Et par contre, ils ont laissé le passif, évidemment. Voilà. Bon. Les personnes qui ont été chargées de la fusion, qui ne sont plus là d'ailleurs, les 2 responsables de la fusion ont demandé, ont pas été, ils ne sont pas représentés, donc aujourd'hui, on pourrait leur reprocher leur manque de discernement au moment de la fusion.
vous avez déjà fait un chiffrage un petit peu de ce que ça coûterait à la Comcom et éventuellement à la commune si la commune partait? Vous connaissez le divorce? Ils l'ont pas chiffré, mais ils savent très bien. Nous représentons au niveau recette 35% de la communauté de communes, nous seuls. Monsieur Thibault en fait partie là-dedans. Il ne faut pas dire le contraire, c'est une réalité. Et ils font tout ce qui est en leur possession au niveau politique pour nous empêcher de partir. Oui. Évidemment. Sans la commune de la Tranche-sur-Mer, qui est leur premier apporteur financier, ils auront encore beaucoup plus de difficultés, et donc ils jouent là-dessus. Hein. Ils jouent là-dessus, sur le plan politique, au niveau des instances, pour dire, non, il ne faut pas que la Tranche s'en aille, puisque si on n'a plus la Tranche, c'est une cata, on est obligé de... On ne sait pas comment on va faire ça pour nos endettements à rembourser, entre autres. Voilà. Non, c'est pas très réjouissant. D'ailleurs, que certains rêvaient d'obtenir des financements de la communauté de communes, en disant que la communauté de communes c'était extraordinaire, on va pouvoir faire financer par la Comcom beaucoup de choses. Voilà. Enfin, je ne prends pas l'aide des problèmes d'élection antérieures, mais avec votre ancien chef de file ne voyait que par les financements de la communauté de communes, mais il n'y aura pas de financement, il n'y en aura plus. Il y en avait déjà pas beaucoup, mais il n'y en aura plus du tout. Voilà, puisque la communauté de communes n'a pas les moyens, sauf si elle trouve des sources dans leur patrimoine qui leur permet de vendre beaucoup d'actifs, mais a priori, c'est même pas le cas. Il n'y a que qu'il n'y aurait qu'un bâtiment qui est l'ancienne communauté de communes de Mareuil, ils envisageraient de vendre, et peut-être la gendarmerie si la gendarmerie nationale veut bien racheter le bâtiment. Je sais qu'à la dernière réunion, ils ont parlé de vendre 2 logements sociaux. Oui, et là ils vont essayer de vendre des logements sociaux. Se débarrasser de tout. Sur quelle commune? 2 logements sociaux. Où? Alors, je ne sais pas quel village c'était, mais en fin de compte, les locataires allaient pouvoir l'acheter. Oui. D'accord. Oui, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Il faut apporter de l'argent. Mais bon, il faut savoir que ce n'est pas non plus des sommes considérables. Voilà. Mais ça évitera des coûts de gestion et des coûts de... Et ils vont également, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ils vont regarder au niveau des compétences et rétrocéder un certain nombre de compétences aux communes. Ils ont des compétences qui leur coûtent cher. Style, par exemple, les EHPAD. Donc il est possible qu'ils rétrocèdent les EHPAD aux communes. Bon. Après, il faut la majorité, hein, au niveau des... Alors, les maires sont en général hostiles à récupérer des compétences. Hein. Quand ils peuvent se débarrasser d'un certain nombre de choses, ils le font. Et malheureusement, on ne peut pas dire qu'ils gèrent d'une façon remarquable, enfin jusqu'à présent, la communauté de communes. Moi, on a l'exemple de la déficit de la Tranche. Quand on leur a cédé, nous, on avait un déficit de 200 000 euros, et aujourd'hui, ils en sont à 700 000 euros. Et je parle même pas celle de Luçon. Voilà. Bon, enfin, on verra la suite. Aujourd'hui, il essaye de prendre des mesures qui permettent de rétablir les comptes acceptables, parce que même au niveau des ratios, les ratios présentés sont inférieurs aux ratios minimum des communautés de communes en France. Ils ont un autofinancement qui est ridiculement bas. Voilà ce qu'on peut dire sur la Comcom aujourd'hui. Donc, il y a pas de vote, hein, on met dans une présentation.
Donc le point suivant, c'est le point numéro 18, et c'est M. Calvert qui va nous en parler. SIDEV, éclairage public, rénovation de 2 horloges suite à dépannage du 22 septembre 2020, armoire au 46 avenue Charles Chauveau et au 51 boulevard Verdun. Dans le cadre des visites d'entretien et de maintenance des équipements d'éclairage public, il convient de changer 2 horloges. Le SIDEV est chargé de la réalisation de cette opération. Le montant de participation financière selon la convention LRN 294-20-004 pour la réalisation de ces travaux de rénovation est de 869 €. Le conseil municipal, après en avoir approuve les propositions du SIDEV, accepte la participation communale à hauteur de 869 € et autorise M. le maire à signer le document correspondant. Y a-t-il des questions? C'est le même prix, hein. C'est une ou deux, divisé par 2. C'est une ou 2 horloges? 2 horloges. 2 horloges, 869. Et là, ils sont au même prix. Ils sont au même prix. C'est le même vendeur. Alors, y a-t-il des comptes? Abstention? Merci. Très bien, donc il y a des questions diverses. Alors, questions diverses, il y avait donc 2 questions qui avaient été posées. La première, on a répondu que M. Renaud vous présente le projet de l'avenue Maurice Sanson, et on l'a fait avant les débats du Conseil. Et la deuxième, ça concernait les questions que j'ai posées concernant le lotissement, mais on vous a envoyé le tableau concernant les terrains qui ont été vendus, les terrains qui restent à signer, et les terrains libres, si vous voulez en acheter, sont toujours disponibles. Hein. C'est pas les mieux, mais il en reste encore de mémoire 8. Une fois qu'on a signé les 2 qui sont en cours. Voilà. Pour la commune, c'est une opération intéressante, hein, puisque vous avez vu la rentabilité par rapport au coût. Aujourd'hui, au niveau coût, on est à peu près entre 3 et 400 000 € de dépenses. 380, excusez-moi. Là, il reste encore la voirie à terminer, et la question que vous posiez pour l'accès extérieur, c'est un peu comme toutes les maisons où une piscine la passe, hein, toutes les maisons qui sont à avenue Verdun, avenue de Tassigny, quand les gens sortent, ils prennent il faut être prudent. Non, on groupe quand même les sorties là. Il y a X maisons qui sortent par le même endroit. Oui, ça augmente. Évidemment. C'est tout. Mais il y aura un stop, il y aura. Et peut-être élargir un petit peu quand même les 2 bacs. Parce que les bacs sont quand même très très proches. Quand on veut rentrer, ils sont très proches, donc ça nous cache beaucoup les bacs. C'est quoi les bacs? Oui, les jardinières. Les jardinières. Elles sont c'est normal, hein, j'ai déposé très proches et elles n'ont pas bougé. Donc ça ne fait pas beaucoup. Non, mais là, la voirie n'a pas été faite encore. Non, mais on attend justement qu'il y ait beaucoup de maisons de construire, parce que les entrepreneurs abîment en permanence ces bois et nous obligent à reborner à chaque fois les terrains aux alentours, puisqu'ils ont, avec leurs engins, ils enlèvent les bornes. Alors quand on vend un terrain qui est plus borné, ça pose un problème pour les entreprises qui veulent construire. Donc à chaque fois, il faut faire revenir les géomètres. Voilà. Donc, mais bon, comme vous pouvez le constater, les terrains qui restent principalement, ce sont des terrains du côté voirie, hein, côté cyclable. Il y en a 2 ou 3 qui sont en milieu de lotissement. Et cette année, on a eu beaucoup moins de demandes que l'année dernière. Les gens qui sont venus en tourisme cette année n'étaient pas très intéressés par le lotissement. Donc, on a répondu à vos interrogations au niveau des questions diverses. Et il y a une information diverse également. Donc, il y a un courrier qui est parti à la préfecture concernant une commission. Il y a une commission, maintenant il y a une commission de contrôle des listes électorales qui existait d'ailleurs sur la dernière mandature. Il a été proposé qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui siègent dans cette commission. En titulaire, il y a Mme Lacroix qui est proposée, Mme Bousseau
et M. Cyr, en suppléant M. Carl, M. Flatin, M. Deveau, pour la partie de la majorité et pour la minorité, en titulaire M. Thibault, pardon, et Mme Lallemand, et en suppléant M. Bronner et Mme Deschamps. Voilà. On attend l'arrêté du préfet. Donc c'est une commission qui se tient quand il y a des litiges sur les inscriptions électorales. C'est pas pour la période des élections, c'est pour l'inscription sur les listes électorales, quand il y a des problèmes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aurais voulu savoir parce que la commune de la Tranche ne proposait pas à l'oreille une aide aux communes sinistrées du Sud. Parce que de toute façon, si vous voulez, on les a compte tenu des dépenses qui sont générées et qui sont prises en charge par l'État ou la région ou le département, les communes, si on leur donne 1 000 euros, voire 5 000 euros, ou 10 000 euros, c'est une goutte d'eau par rapport aux travaux qu'il y a à faire. Et puis, il n'y a pas beaucoup de communes qui le font, en fait. Hein. Oui, mais bon, on parle de la solidarité, on parle de plein de choses à l'heure actuelle, de tout. C'était le geste, c'est vrai que c'est une goutte d'eau, vous avez raison. Mais on peut peut-être le donner à une personne comme la Croix-Rouge, comme le catholique, c'est pour ces gens-là. Parce qu'il n'y a quand même pas que des. Il y a quand même des gens qui payent très cher. Qui vont souffrir quand même pendant de nombreuses années. Voilà, c'est tout, c'était une simple solidarité. On essaie déjà d'aider les gens de la commune qui sont en difficulté. Je suis d'accord, mais on n'est pas à l'abri non plus un jour que ça recommence chez nous et on sera content peut-être que certains nous tombent la main, c'est tout. Alors, c'est pas grand-chose, je suis d'accord, justement. C'est pas grand-chose. Personne ne nous entend bien. Au moment de Cynthia, vous savez, on n'a pas eu de. Les communes aux alentours ne nous ont pas envoyé de subsides. C'est possible, mais on n'a pas besoin d'être aussi mesquin que ces gens-là, c'est tout. Oui, Voilà. écoutez. C'est vrai, la solidarité, elle est dans les cœurs, elle n'est pas dans le portefeuille. Elle nourrit des fois. Enfin, si vous voulez, le problème, il y a aussi quand même une faute importante des services de l'État, parce qu'ils ont autorisé, ou des mairies, ils ont autorisé la construction tout près de rivières, alors que c'est toujours très, très dangereux de construire. D'ailleurs, vous avez entendu peut-être le président de la République qui a dit qu'il n'autoriserait pas la reconstruction d'un certain nombre de maisons qui se trouvaient le long de cette rivière, qui, c'est pas la première fois qu'elle déborde, hein, mais déjà. Et là, c'était exceptionnel, c'est un peu comme nous, vous savez. On a eu, au mois de mai, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand même une catastrophe et une inondation importante de l'avenue de la plage, où les commerçants ont été sinistrés. Est-ce que les communes aux alentours nous ont apporté une aide? Est-ce qu'ils nous ont apporté un peu de sous pour aider la commune, pour aider les commerçants ou nettoyer? On n'a pas eu aucun apport. C'est la solidarité, c'est vrai, mais il faut qu'elle toujours elle soit au moins un sens unique, et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc, et puis, bon, c'était vraiment des problèmes exceptionnels. On pourrait aussi parler d'autres sinistres dans le monde. Hein. Donc, si on veut être solidaire, il ne faut pas se limiter qu'à la France. Hein. En Afrique, vous avez beaucoup de problèmes sur lesquels on pourrait également participer ou être sollicité. Alors, donc, voilà. D'ailleurs, j'ai été surpris puisque j'ai été au congrès de maire du littoral, et il y a le président du conseil départemental de Loire-Atlantique qui a donné 1 million d'euros à une société qui a un bateau et qui se charge de rapatrier les gens qui quittent leur pays et qui se noient en mer. Donc, j'ai trouvé ça remarquable, mais j'ai trouvé que c'était quand même énorme par rapport à... Et je lui ai posé la question d'ailleurs de savoir si les services d'État avaient réagi, et il a dit que les services d'État lui ont demandé de couper en deux cette subvention et qu'il n'en donne que 500 000 euros, et 500 000 euros a été donné à une association de défense
des animaux. Voilà. Bon, ok. C'est une collectivité qui est moyennement riche, d'ailleurs, c'est la loi atlantique, elle n'est pas non plus beaucoup riche, mais bon, elle a une couleur politique qui peut expliquer cette démarche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, vous avez vu que la solidarité, c'est pas lié à la couleur politique, mais bon, c'est la seule commune qui est intervenue, alors que dans le Sud, aucune des communes n'est intervenue, alors que la société qui se charge du sauvetage c'est en Méditerranée, et qui est basée dans le Sud, entre Marseille et Nice, aucune des communes, aucun des départements, et ni la région du sud de la France, que ce soit la région des Alpes-Maritimes ou la région occitane, n'est intervenue à verser sur ressources, la loi atlantique, alors que la loi atlantique n'a rien à voir avec cette mer, puisque la mer est Méditerranée. C'est le seul département qui est intervenu pour aider cette structure. Voilà. C'est des choix politiques, en fait. Voilà. J'aurais dit que ce soit un choix. Oui, c'est votre choix. Oui. Ceci dit, je connais assez bien le secteur maritime et je peux vous dire que le risque était connu. Il y a toute une série de photographies sur plaque de verre qui avaient été faites à la fin du XVIIIe siècle et qui montraient toutes les zones d'érosion de ces secteurs-là. Il y a eu quelques travaux de restauration des terrains en montagne et des reboisements, mais il y a eu aussi des études sur les risques d'inondation, parce que quand il y a le phénomène qu'on appelle le retour du golfe de Gênes, qui a provoqué des inondations considérables en Italie et qui risquait de faire pareil sur Nice, comme sur tous les bassins versants qui sont très courts et qui montent haut en altitude. Il y a eu des études de fait, j'ai participé à une de ces zones-là, il y a déjà 20 ans. Et c'est pas pour ça que ça a bougé. Et on avait mis en évidence le fait qu'il ne fallait pas construire dans les rues majeures, pas construire en déblai sur le bas des versants pour les routes, et surtout pas artificialiser trop les chemins, les voies, etc., pour éviter que l'eau arrive d'un coup sur le bas des vallées. Et l'urbanisation a continué. Oui, mais pour parler d'un phénomène qui est connu, c'est vrai. Il y a des gens dans tout ça, il y a quand même des gens qui ont payé cher. Bien sûr, mais il y a des gens qui se sont mis aussi en difficulté, alors que tous les anciens leur disaient non, n'allez pas là, parce que ça peut arriver un jour. Et comme ce n'était pas arrivé, et c'est le cas de beaucoup de choses pendant 20, 30, 40 ans, les gens ont dit ça n'arrivera plus. C'est comme ça. Mais je veux dire, nous, loin de ça, même si on peut déplorer des choses, si on peut agir personnellement, et ça, c'est chacun qui peut faire ça, collectivement, le département, la région, sont même de faire quelque chose ensemble pour éviter certainement. En plus, pour compléter ce qu'il dit, c'est le rôle de la GEMAPI aujourd'hui de financer ce type d'opération, puisqu'il y a une fiscalité qui est prévue en la matière. Donc aujourd'hui, c'est la collectivité de l'ensemble des gens des Alpes-Maritimes qui paiera au niveau de leur fiscalité personnelle l'ensemble des coûts des travaux en dehors de l'État et de la région. Voilà. Puis, peut-être une question personnelle. Est-ce que vous-même, vous avez envoyé de l'argent? Félicitations. Alors, y a-t-il d'autres questions? Donc, je lève la séance. Comme il n'y a pas de public, donc on n'interroge pas le public.